Bonjour et bienvenue dans la méthode Politzer. Vous vous apprêtez à écouter une lecture de la 5e grande partie de Principes élémentaires de philosophie par Georges Politzer. Si vous tombez par hasard sur cet épisode, je vous recommande d'aller écouter les chapitres précédents afin de bien saisir ce qui est dit dans ce chapitre. Vous trouverez en description les questions de contrôle posées par Politzer à ses élèves. Je vous invite à y répondre après l'écoute de l'épisode. Je vous remercie pour votre patience, nous pouvons commencer la lecture. 5e partie, le matérialisme historique. Chapitre 1er, les forces motrices de l'histoire. Dès que l'on pose cette question, d'où viennent nos idées, on voit qu'il faut aller plus loin dans nos recherches. Si nous raisonnons comme les matérialistes du XVIIIe siècle qui pensaient que le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile, nous répondrons à cette question que c'est la nature qui produit l'esprit et que par conséquent nos idées sont le produit de la nature, qu'elles sont le produit du cerveau. On dira donc que l'histoire est faite de l'action des hommes poussés par leur volonté, celle-ci étant l'expression de leurs idées venant elles-mêmes de leur cerveau. Mais attention, Grand 1, une erreur à éviter. Si nous expliquons que la grande révolution est le résultat de l'application des idées nées du cerveau des philosophes, ce sera là une explication bornée, insuffisante et une mauvaise application du matérialisme. Car ce qu'il faut voir, c'est pourquoi ces idées lancées par les penseurs de cette époque ont été reprises par les masses. Pourquoi Diderot n'était-il pas le seul à les concevoir et pour quelles raisons depuis le XVIe siècle une grande majorité de cerveaux élaborait-il les mêmes idées? Est-ce que parce que les cerveaux avaient soudainement le même poids, les mêmes circonvolutions? Non. Il y a des changements dans les idées, et il ne se produit pas de changement dans la boîte crânienne. Cette explication des idées par le cerveau paraît être une explication matérialiste, mais parler du cerveau de Diderot, c'est en réalité parler des idées du cerveau de Diderot. C'est donc une théorie matérialiste faussée, abusive, où nous voyons avec les idées renaître la tendance idéaliste. Revenons à l'enchaînement, l'histoire, action, volonté, idée. Les idées ont un sens, un contenu. La classe ouvrière, par exemple, lutte pour le renversement du capitalisme. Cela est pensé par les ouvriers en lutte. Ils pensent parce qu'ils ont un cerveau, certes, et le cerveau est donc une condition nécessaire pour penser, mais non une condition suffisante. Le cerveau explique le fait matériel d'avoir des idées, mais n'explique pas qu'on ait ces idées-là plutôt que d'autres. Tout ce qui met les hommes en mouvement doit nécessairement passer par leur cerveau, mais la forme que cela prend dans ce cerveau dépend beaucoup des circonstances. Comment pouvons-nous donc expliquer le contenu de nos idées, c'est-à-dire comment nous vient l'idée de renverser le capitalisme? Grand 2, l'être social et la conscience. Nous savons que nos idées sont le reflet des choses. Le but que recèlent nos idées sont aussi le reflet des choses. Mais de quelles choses? Pour répondre à cette question, il faut voir où vivent les hommes et où se manifestent leurs idées. Nous constatons que les hommes vivent dans une société capitaliste et que leurs idées se manifestent dans cette société et leur viennent d'elle. Karl Marx disait « Ce n'est donc pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. » Dans cette définition, ce que Marx appelle leur être, ce sont les hommes. Et c'est ce que nous sommes. La conscience, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous voulons. Nous luttons pour un idéal profondément ancré en nous, dit-on d'une façon générale, et il en résulte que c'est notre conscience qui détermine notre être. Nous agissons parce que nous le pensons, nous le voulons. C'est une grande erreur de parler ainsi, car c'est en vérité notre être social qui détermine notre conscience. Un être prolétarien pense en prolétaire, et un être bourgeois pense en bourgeois. Nous verrons par la suite pourquoi il n'en est d'ailleurs pas toujours ainsi. Mais d'une façon générale, on pense autrement dans un palais que dans une chaumière. Grand 3, théories idéalistes. Les idéalistes disent qu'un prolétaire ou un bourgeois sont l'un ou l'autre parce qu'ils pensent comme l'un ou l'autre. Nous disons au contraire que s'ils pensent comme un prolétaire ou comme un bourgeois, c'est qu'ils sont l'un ou l'autre. Un prolétaire a une conscience de classe prolétarienne parce qu'il est prolétaire. Ce que nous devons bien remarquer, c'est que la théorie idéaliste comporte une conséquence pratique. Si l'on est bourgeois, dit-on, c'est que l'on pense comme un bourgeois. Donc, pour ne plus l'être, il suffit de changer la façon de penser en cause et, pour faire cesser l'exploitation bourgeoise, il suffit de faire un travail de conviction auprès des patrons. C'est là une théorie défendue par les socialistes chrétiens. Ce fut celle aussi des fondateurs du socialisme utopique. Mais c'est aussi la théorie des fascistes qui luttent contre le capitalisme non pour le supprimer, mais pour le rendre raisonnable. Quand le patronat comprendra qu'il exploite les ouvriers, disent-ils, il ne le fera plus. Voilà une théorie complètement idéaliste dont on voit les dangers. Grand 4, l'être social et les conditions d'existence. Marx nous parle de l'être social. Qu'entend-il par là? L'être social est déterminé par les conditions d'existence matérielles dans lesquelles vivent les hommes dans la société. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leurs conditions matérielles d'existence, mais ce sont ces conditions matérielles qui déterminent leur conscience. Qu'est-ce qu'on appelle les conditions matérielles d'existence? Dans la société, il y a des riches et des pauvres, et leur façon de penser est différente, leurs idées sur un même sujet sont différentes. Prendre le métro, pour un pauvre ou un chômeur, c'est un luxe, mais pour un riche qui a une voiture, c'est une déchéance. Les idées du pauvre sur le métro,
Les possède-t-il parce qu'il est pauvre ou est-ce parce qu'il prend le métro qu'il les possède? C'est parce qu'il est pauvre. Être pauvre, c'est là sa condition d'existence. Alors il faut voir pourquoi il y a des riches et des pauvres pour pouvoir expliquer les conditions d'existence des hommes. Un groupe d'hommes occupant dans le processus économique de production une place analogue, c'est-à-dire en régime capitaliste actuel possédant les moyens de production, ou au contraire travaillant sur des moyens de production ne leur appartenant pas, et par conséquent ayant dans une certaine mesure les mêmes conditions matérielles d'existence, forme une classe, mais la notion de classe ne se réduit pas à celle de richesse ou de pauvreté. Un prolétaire peut gagner plus qu'un bourgeois, il n'en est pas moins prolétaire parce qu'il dépend d'un patron et parce que sa vie n'est ni assurée ni indépendante. Les conditions matérielles d'existence ne sont pas constituées seulement par l'argent gagné, mais par la fonction sociale. Et alors nous avons l'enchaînement suivant. Les hommes font leur histoire par leur action suivant leur volonté qui est l'expression de leurs idées. Celles-ci viennent de leurs conditions d'existence matérielle, c'est-à-dire de leur appartenance à une classe. Grand 5. Les luttes des classes, moteurs de l'histoire. Les hommes agissent parce qu'ils ont certaines idées. Ils doivent ces idées à leurs conditions d'existence matérielle, parce qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre classe. Cela ne veut pas dire qu'il y a seulement 2 classes dans la société. Il y a une quantité de classes, dont 2 principalement sont en lutte, bourgeoisie et prolétariat. Donc, sous les idées se trouvent les classes. La société est divisée en classes qui luttent l'une contre l'autre. Ainsi, si on examine les idées des hommes, on constate que ces idées sont en conflit, et que, sous ces idées, nous retrouvons les classes qui elles aussi sont en conflit. Par conséquent, les forces motrices de l'histoire, c'est-à-dire ce qui explique l'histoire, c'est la lutte des classes. Si nous prenons comme exemple le déficit permanent du budget, nous voyons qu'il y a 2 solutions. L'une qui consiste à continuer de ce que l'on appelle l'orthodoxie financière, économie, emprunt, impôt, et l'autre solution qui consiste à faire payer les riches. Nous constatons une lutte politique autour de ces idées, et d'une façon générale, on regrette que l'on ne puisse pas se mettre d'accord sur ce sujet. Mais le marxiste veut comprendre et cherche ce qui se trouve sous la lutte politique. Il découvre alors la lutte sociale, c'est-à-dire la lutte des classes. Lutte entre ceux qui sont partisans de la première solution, les capitalistes, et ceux qui sont partisans de faire payer les riches, les classes moyennes et le prolétariat. Il est prouvé, par conséquent, que dans l'histoire moderne tout au moins, toutes les luttes politiques sont des luttes de classe, et que toutes les luttes émancipatrices de classe, malgré leur forme nécessairement politique, car toute lutte de classe est une lutte politique, tournent en dernière analyse autour de l'émancipation économique. Nous avons ainsi un chaînon à ajouter à l'enchaînement que nous connaissons pour expliquer l'histoire. Nous avons l'action, la volonté, les idées, sous lesquelles se trouvent les classes, et derrière les classes se trouve l'économie. Ce sont donc bien les luttes de classes qui expliquent l'histoire, mais c'est l'économie qui détermine les classes. Si nous voulons expliquer un fait historique, nous devons examiner quelles sont les idées en lutte, rechercher les classes sous les idées, et définir enfin le mode économique qui caractérise les classes. On peut se demander encore d'où viennent les classes et le mode économique, et les dialecticiens n'ont pas peur de poser toutes ces questions successives parce qu'ils savent qu'il faut trouver la source de toute chose. C'est ce que nous étudierons en détail dans le prochain chapitre. Mais nous pouvons déjà dire, pour savoir d'où viennent les classes, il faut étudier l'histoire de la société et l'on verra alors que les classes en présence n'ont pas toujours été les mêmes. En Grèce, les esclaves et les maîtres, au Moyen-Âge, les serfs et les seigneurs, ensuite en simplifiant cette énumération, la bourgeoisie et le prolétariat. Nous constatons dans ce tableau que les classes changent et, si nous cherchons pourquoi elles changent, nous verrons que c'est parce que les conditions économiques ont changé. Les conditions économiques sont la structure de la production, de la circulation, de la répartition, de la consommation des richesses, et, comme condition dernière de tout le reste, la façon de produire, la technique. Voici maintenant un texte d'Engels. Bourgeoisie et prolétariat s'étaient formés l'un à l'autre à la suite d'une transformation des conditions économiques, plus exactement du mode de production. C'est le passage, d'abord, du métier corporatif à la manufacture, et de la manufacture à la grande industrie, avec son mode d'exploitation mécanique à la vapeur, qui avait développé ces 2 classes. Nous voyons donc en dernière analyse que les forces motrices de l'histoire nous sont données par l'enchaînement suivant. A. L'histoire est l'œuvre des hommes. B. L'action qui fait l'histoire est déterminée par leur volonté. C. Cette volonté est l'expression de leurs idées. D. Ces idées sont le reflet des conditions sociales dans lesquelles ils vivent. E. Ce sont ces conditions sociales qui déterminent les classes et leur lutte. F. Les classes sont elles-mêmes déterminées par les conditions économiques. Pour préciser sous quelle forme et dans quelles conditions se déroule cet enchaînement, disons que 1. Les idées se traduisent dans la vie sur le plan politique. 2. Les luttes de classe qui se trouvent derrière les luttes d'idées se traduisent sur le plan social. 3. Les conditions économiques qui sont déterminées par l'état de la technique se traduisent sur le plan économique. Chapitre 2. D'où viennent les classes et les conditions économiques? Nous avons vu que les forces motrices de l'histoire sont, en dernière analyse, les classes et leurs luttes déterminées par des conditions économiques. Cela par l'enchaînement suivant.
Les hommes ont en tête des idées qui les font agir, ces idées naissent des conditions d'existence matérielle dans lesquelles ils vivent, ces conditions d'existence matérielle sont déterminées par la place sociale qu'ils occupent dans la société, c'est-à-dire par la classe à laquelle ils appartiennent, et les classes sont elles-mêmes déterminées par les conditions économiques dans lesquelles évolue la société. Mais alors il nous faut voir ce qui détermine les conditions économiques et les classes qu'elles créent. C'est ce que nous allons étudier. Grand 1, première grande division du travail. En étudiant l'évolution de la société et en prenant les faits dans le passé, on constate tout d'abord que la division de la société en classes n'a pas toujours existé. La dialectique veut que nous recherchions l'origine des choses, or nous constatons que dans un passé très éloigné, il n'y avait pas de classe. Dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Engels nous dit « À tous les stades inférieurs de la société, la production était essentiellement commune. Il n'y a pas une classe, une catégorie de travailleurs puis une autre. La consommation des produits, créés par les hommes, était aussi commune. C'est le communisme primitif. » Tous les hommes participent à la production, les instruments de travail individuels sont propriété privée, mais ceux dont on se sert en commun appartiennent à la communauté. La division du travail n'existe à ce stade inférieur qu'entre les sexes. L'homme chasse et pêche, la femme prend soin de la maison. Il n'y a pas d'intérêt particulier ou privé en jeu. Note du lecteur, aujourd'hui, nous avons des sources qui prouveraient que cette définition exacte de la production dans la préhistoire n'est pas précise, parce qu'en fait il y aurait des femmes qui chassaient et pêchaient, et des hommes qui participaient à la cueillette et aux soins de la maison. Mais les hommes n'en sont pas restés à cette période, et le premier changement dans la vie des hommes sera la division du travail dans la société. Engels dit « Dans le mode de production se glisse lentement la division du travail ». Ce premier fait se produisit là où les hommes se trouvèrent en présence d'animaux qui se laissèrent d'abord domestiquer, puis élever. Un certain nombre de tribus les plus avancées firent de l'élevage leur principale branche de travail. Des tribus de pasteurs se détachèrent de la masse des barbares. Ce fut la première grande division du travail. Nous avons donc comme premier mode de production chasse-pêche, deuxième mode de production élevage qui donne naissance aux tribus de pasteurs. C'est cette première division du travail qui est à la base de la grand 2, première division de la société en classes. L'accroissement de la production dans toutes ses branches, élevage du bétail, agriculture, métiers domestiques, donnait à la force de travail humaine la capacité de créer plus de produits qu'il n'en fallait pour son entretien. Elle augmenta en même temps la somme quotidienne de travail qui incombait à chaque membre de la communauté domestique ou de la famille isolée. Il devint désirable d'englober des forces de travail nouvelles. La guerre les fournit. Les prisonniers de guerre furent transformés en esclaves. Du fait qu'elle augmentait la productivité du travail, et par conséquent la richesse, et qu'elle étendait le champ de la production, la première grande division sociale du travail avait, dans l'ensemble de ses conditions historiques, pour suite nécessaire l'esclavage. Dans la première grande division sociale du travail, naquit la première grande scission de la société en deux classes, maîtres et esclaves, exploiteurs et exploités. Nous sommes ainsi arrivés au seuil de la civilisation, au stade le plus inférieur. Les hommes ne produisaient que directement pour leurs propres besoins. Les quelques actes d'échange qui avaient lieu étaient isolés, et ne portaient que sur le superflu, dont par hasard on disposait. Au stade moyen de la barbarie, nous trouvons déjà dans le bétail chez les peuples pasteurs une propriété, d'où encore les conditions d'un échange régulier. Nous avons donc à ce moment deux classes dans la société, maîtres et esclaves. Puis la société va continuer à vivre et à subir de nouveaux développements, une nouvelle classe va naître et grandir. Grand 3, deuxième grande division du travail. La richesse s'accrut rapidement, mais sous forme de richesse individuelle. Le tissage, le travaux des métaux et les autres métiers, qui se séparaient de plus en plus, donnèrent à la production une variété et une perfection croissante. L'agriculture, outre du grain, fournit désormais l'huile et aussi le vin. Une besogne aussi variée ne pouvait plus être exercée par le même individu. La deuxième grande division du travail s'effectua. Le métier se sépara de l'agriculture. L'accroissement constant de la production, et avec elle de la productivité du travail, augmenta la valeur de la force de travail humaine. L'esclavage devient maintenant un élément essentiel du système social. C'est par douzaines qu'on les pousse au travail. De la scission de la production en deux branches principales, l'agriculture et le métier, naît la production directe pour l'échange, la production marchande, et avec elle le commerce. Grand 4, deuxième division de la société en classes. Ainsi, la première grande division du travail augmente la valeur du travail humain, crée un accroissement de richesse qui augmente de nouveau la valeur du travail et qui oblige à une deuxième division du travail, métier et agriculture. À ce moment, l'accroissement continuel de la production et parallèlement de la valeur de la force du travail humain rend indispensables les esclaves, crée la production marchande et avec elle une troisième classe, celle des marchands. Nous avons donc à ce moment dans la société une triple division du travail et trois classes, agriculteurs, artisans, marchands. Nous voyons donc pour la première fois apparaître une classe qui ne participe pas à la production, et cette classe, la classe des marchands, va dominer les deux autres. Le stade supérieur de la barbarie nous offre une division plus grande encore du travail.
d'où portion toujours croissante de résultats du travail directement produit pour l'échange, et, par là, élévation de l'échange au rang de nécessité vitale de la société. La civilisation consolide et renforce toutes ces divisions du travail déjà existantes, notamment en accentuant l'antagonisme entre ville et campagne, et elle y ajoute une troisième division du travail qui lui est propre et d'une importance capitale. Elle enfante une classe qui ne s'occupe plus de la production, mais uniquement de l'échange des produits, les marchands. Cette classe se fait l'intermédiaire entre deux producteurs. Sous prétexte de devenir ainsi la classe la plus utile de la population, elle s'acquiert rapidement des richesses énormes et une influence sociale proportionnée. Elle est appelée à une domination toujours plus grande de la production, jusqu'à ce que, en fin de compte, elle mette au jour, elle aussi, un produit à elle propre, les crises commerciales périodiques. Nous voyons donc l'enchaînement qui, partant du communisme primitif, nous mène au capitalisme. Petit 1, communisme primitif. 2, division entre tribus sauvages et pasteurs. 3. Division entre les agriculteurs et les artisans. 4. Naissance de la classe des marchands, qui, 5. Engendre les crises commerciales périodiques, le capitalisme. Nous savons maintenant d'où viennent les classes et il nous reste à étudier, grand 5, ce qui détermine les conditions économiques. Nous devons d'abord très brièvement passer en revue les diverses sociétés qui nous ont précédés. Les documents manquent pour étudier en détail l'histoire des sociétés qui ont précédé les sociétés antiques, mais nous savons par exemple que chez les Grecs il existait des maîtres et des esclaves et que la classe des marchands commençait déjà à se développer. Ensuite, au Moyen-Âge, la société féodale avec seigneurs et serfs permet aux marchands de prendre de plus en plus d'importance. Ils se groupent près des châteaux, au sein des bourgs, d'où le nom de bourgeois. D'autre part, au Moyen-Âge, avant la production capitaliste, il n'existait que la petite production, qui avait pour condition première que le producteur fût propriétaire de ses instruments de travail. Les moyens de production appartenaient à l'individu et n'étaient adaptés qu'à l'usage individuel. Ils étaient, par conséquent, mesquins, petits, limités. Concentrer et élargir ces moyens de production, les transformer en de puissants leviers de la production moderne était le rôle historique de la production capitaliste et de la bourgeoisie. À partir du XVe siècle, la bourgeoisie a accompli cette œuvre en parcourant les 3 phases historiques, de la coopération simple, de la manufacture et de la grande industrie, en arrachant ces moyens de production à leur isolement, en les concentrant, on en change la nature même, et d'individuels ils deviennent sociaux. Nous voyons donc que parallèlement à révolution des classes, maîtres et esclaves, seigneurs et serfs, évoluent les conditions de production, de circulation, de distribution des richesses, c'est-à-dire les conditions économiques, et que cette évolution économique suit pas à pas et parallèlement l'évolution des modes de production. Ce sont donc, grand 6, les modes de production. C'est-à-dire l'état des instruments, des outils, leur utilisation, les méthodes de travail, en un mot l'état de la technique qui détermine les conditions économiques. Si, auparavant, les forces d'un individu ou, tout au plus, d'une famille avaient suffi pour faire travailler les anciens moyens de production isolés, il fallait maintenant tout un bataillon d'ouvriers pour mettre en branle ces moyens de production concentrés. La vapeur et la machine-outil achevèrent et complétèrent cette métamorphose. L'atelier individuel est remplacé par la fabrique, qui réclame la coopération de centaines et de milliers d'ouvriers. La production se transforma d'une série d'actes individuels qu'elle était en une série d'actes sociaux. Nous voyons là que l'évolution des modes de production a transformé totalement les forces productives. Or, si les outils de travail sont devenus collectifs, le régime de propriété est resté individuel. Les machines qui ne peuvent fonctionner que par la mise en œuvre d'une collectivité sont restées la propriété d'un seul homme. Ainsi, voyons-nous que les forces productives poussent vers la reconnaissance pratique de leur caractère réel, celui de forces productives sociales. Elles imposent à de grandes quantités de moyens de production la socialisation, qui se manifeste sous forme de société par action. Cette forme, elle aussi, devient insuffisante. L'État doit prendre la direction des forces productives. La bourgeoisie est devenue superflue. Toutes les fonctions sociales des capitalistes sont remplies par des employés salariés. Ainsi nous apparaissent les contradictions du régime capitaliste. D'un côté, perfectionnement du machinisme rendu obligatoire par la concurrence et équivalent à l'élimination toujours croissante d'ouvriers. De l'autre côté, extension illimitée de la production également obligatoire. Des deux côtés, développement inouï des forces productives, excès de l'offre sur la demande, surproduction, crise. Ce qui nous mène à surabondance de production et surabondance d'ouvriers sans travail, sans moyen d'existence. Il y a contradiction entre le travail devenu social, collectif, et la propriété restée individuelle. Alors, avec Marx, nous dirons, des formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une période de révolution sociale. Grand 7, remarque. Avant de terminer ce chapitre, il est nécessaire de faire quelques remarques et de souligner que, dans cette étude, nous retrouvons tous les caractères et les lois de la dialectique que nous venons d'étudier. En effet, nous venons de parcourir très rapidement l'histoire des sociétés, des classes et des modes de production. Nous voyons combien est dépendante des autres chaque partie de cette étude. Nous constatons que cette histoire est essentiellement mouvante et que les changements qui se produisent à chaque stade de l'évolution des sociétés sont provoqués par une lutte interne, lutte entre les éléments de conservation et de progrès,
lutte qui aboutit à la destruction de chaque société et à la naissance d'une nouvelle. Chacune d'elles a un caractère, une structure bien différente de celle qui l'a précédée. Ces transformations radicales s'opèrent après une accumulation de faits qui, en eux-mêmes, paraissent insignifiants, mais qui, à un certain moment, créent par leur accumulation une situation de fait qui provoque un changement brutal, révolutionnaire. Nous retrouvons donc là les caractères et les grandes lois générales de la dialectique, c'est-à-dire l'interdépendance des choses et des faits, le mouvement et le changement dialectique, l'autodynamisme, la contradiction, l'action réciproque et l'évolution par bond. Merci d'avoir écouté sans doute attentivement cette 5e partie de Principes élémentaires de philosophie par Georges Politzer. Vous trouverez en description les questions de contrôle posées par Politzer à ses élèves. Vous pouvez choisir d'y répondre en commentaire et d'en discuter avec quelqu'un qui choisirait de le faire également. Comme je le répète à longueur de temps sur ma chaîne personnelle, mais surtout comme Politzer le souligne dès le premier chapitre de ce livre, la théorie n'est rien sans action. Pour cela, je vous recommande l'adhésion au Parti communiste français et au mouvement des jeunes communistes français, ainsi qu'à la CGT. Notre apprentissage philosophique se doit d'être relié à un apprentissage pratique, et la lutte dans la rue a tout autant d'intérêt, si ce n'est plus, que l'élévation intellectuelle. Encore merci, et à bientôt.